séance, une séance très importante, peut-être nouvelle chez nous au Maroc, l'intérêt du prélèvement des gaz du sang dans le cordon ombilical à la naissance. Elle va être traitée par l'Oustaz Mouhtari et on va voir des nouveautés, on va voir l'intérêt de ce dosage des gaz du sang au niveau du cordon ombilical. Merci. Je suis particulièrement content et particulièrement heureux et particulièrement satisfait pour cette rencontre qui renoue avec un certain passé qui n'était pas très loin, mais en tous les cas on avait à un moment un certain désespoir, voilà, les choses s'arrangent. Donc aujourd'hui, je remercie les organisateurs, je remercie particulièrement mon ami Oulissa El Afif pour tout l'intérêt qu'il porte à la pédiatrie marocaine, pour son investissement, pour son application et tout ce qu'il fait pour la pédiatrie marocaine. La même chose bien sûr pour les organisateurs. Aujourd'hui, on va aborder un thème que vous connaissez tous, qui est les gaz du sang au cordon. Et en fait, on pense tous savoir, et il y a des éléments juste de rappel qui vont vous permettre à ce moment-là de regarder les gaz du sang autrement. Enfin, on va tous les regarder autrement, parce que vous allez voir, il y a certaines nuances qui sont très particulières. Donc je vais commencer par vous raconter quelques histoires. Cas clinique numéro 1, donc c'est une petite fille, elle a 39 semaines, 3 kg 500 grammes, grossesse normale, accouchement en voix basse. C'est un siège. Travail de 6 heures, et elle fait des bradycardies fétales. Quand elle était à dilatation complète, elle bradycarde brutalement à 60 par minute. D'accord? Donc l'examen fait par la sage-femme, bien sûr c'est une présentation du siège. Vous savez que la présentation du siège multiplie le risque de trachinage du cordon par un calculateur, je n'ose pas le dire devant mon professeur donc ils appellent l'obstétricien, confirmation, donc il examine, il ne trouve pas de boue au niveau du cordon ombilical, et comme c'est une présentation de siège, il fait très vite une espèce de grande extraction de siège, il sort un bébé en état de mort apparente. Le gaz du sang qui est fait au cordon montre un pH 7,32, des lactates à 3,8. Qu'est-ce que vous pensez de ce gaz? Déjà, avec l'histoire clinique, est-ce que ce gaz correspond ou ne correspond pas à ce que vous attendez? Il ne correspond pas. Ah, il y a un décalage entre l'état clinique, fétal, les bradycardies et un gaz du sang normal, ou presque. On va se dire, il y a quelque chose, il y a un décalage. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font les réanimateurs qui étaient sur place? Ils vont désobstruer au fond, le réanimer parce qu'il est mis en état de mort apparente avec un score d'Apgar, vous voyez tout à fait en bas, 0, 0, 1, 3. 0 à 1 minute, 0 à 3 minutes, 1, le cœur commence à peine à démarrer à 5 minutes et à 10 minutes, elle a un score d'Apgar à 3. Et là, donc, elle est intubée, ventilée, et ainsi de suite. Et ils font un gaz du sang 30 minutes plus tard qui montre un pH 6,80, un bas excès à moins 22. Qu'est-ce que vous pensez de ce gaz du sang? Mais c'est une acidose métabolique, je suis d'accord avec toi, sévère, très sévère, et il témoigne de quoi? La mauvaise prise en charge postnatale, parce qu'elle est intubée à M6. Ça témoigne de ce qui s'est passé avant. Voilà, donc ça témoigne de ce qui s'est passé avant, parce que parfois on va dire, ouais, elle est née avec un pH normal, c'est les pédiatres qui n'ont pas bien pris en charge la petite, parce qu'ils n'ont pas intubé à 0 minute ou à 1 minute, et ainsi de suite. Donc, le pH, il y a quand même certaines nuances. Alors, vous m'avez dit ce que vous avez pensé. Cas numéro 2. Une dame très jeune, 20 ans, G3P2, admise à l'hôpital au travail, col dilaté, effacé, siège, plus cordon prolapsé, la même chose, non pulsatile. Donc l'autre, elle a prolapsé en fin de travail. Celle-là, elle est admise, donc elle est admise au moment de l'admission, ils ont déjà trouvé le cordon prolapsé. On ne sait pas depuis combien de temps. Alors que l'autre, on sait exactement quand le prolapsus a eu lieu. Ils font un forceps rapidement, ils sortent un enfant en état de mort apparente, score d'Apgar comme d'habitude 0, 1, 3, 5. Durée de prolapsus probablement 20 minutes.
parce que on a dit à la mère à partir de combien de temps, ça fait combien de temps que vous ne sentez plus le bébé bouger, ainsi de suite, donc c'était 20 minutes à peu près. Le gaz du sang montre, vous voyez, un pH à 7,24, PCO2 à 55 mm de mercure, PO2 à 20, base difficile à 4, donc base excess moins 4. Qu'est-ce que vous... Et là, c'était sur la veine ombilicale. L'artère ombilicale, 7,10, 71 de PCO2 et moins 8 de base excess. Qu'est-ce que vous pensez de ce gaz? C'est une acidose. D'accord? Il y a un décalage entre la veine et l'artère, on va le voir tout à l'heure. Deuxième dose, c'est une acidose respiratoire. Merci. L'imparable. Parce que le base excess est égal à moins 8. D'accord? Et cette enfant a été réanimé pendant 20 minutes. Jamais récupéré. Et ils mettent un KTVO. Et au moment de la pose de KTVO, ils font un gaz du sang sur l'enfant. Et là, le pH est à 6,68. La PCO2 est à 120. Et le base excess, moins 22. Qu'est-ce que vous pensez de cette acidose, de ce gaz? C'est une acidose. Les deux, bravo, mixte. Initialement, vous avez raison, c'est une acidose purement respiratoire. Parce que le base déficit était à 8. Le base déficit, généralement, il est entre moins 3, moins 4, enfin là, il était à moins 8. Donc là, il y a une acidose métabolique, respiratoire, qui est compliquée d'une acidose métabolique parce que l'enfant s'est mis au métabolisme anaérobe. Donc vous voyez l'intérêt du gaz du sang, pas à la fois pour la thérapeutique, pour le diagnostic et surtout pour la protection juridique par rapport aux pédiatres, aux obstétriciens. C'est une protection juridique considérable. Alors comment ça se passe en pratique? En pratique, donc vous avez le fœtus anténatal, il est alimenté, vascularisé, tout ce que vous voulez, par le placenta. Le placenta, schématiquement, il y a une artère utérine, une veine greffe, il y en a plusieurs, qui vont se réunir pour former à ce moment-là le placenta, et à partir du placenta, vous avez l'apparition de la veine ombilicale, la sortie de la veine ombilicale et les deux artères ombilicales. Donc il y a une circulation maternelle, une circulation fœtale, une circulation placentaire. Et toutes ces circulations, elles communiquent entre elles. Elles communiquent souvent dans un seul sens, de la mère vers le fœtus. Parfois, il y a une communication réciproque, mais pas toujours. On va voir pourquoi. Je rappelle aussi que, vous le connaissez très bien, que le cordon ombilical, il y a deux artères et une veine, et qui n'ont pas la même constitution. Parce que si vous prenez la veine ombilicale, elle est large, elle a une paroi très fine, et donc du coup, elle achemine le sang de la mère vers le fœtus, et donc c'est du sang oxygéné. Donc à la fois l'aspect anatomique et fonctionnel de cette veine la rend particulière, parce que c'est l'inverse de notre circulation. Parce qu'on a tendance de temps en temps à dire « Ah bah oui, mais… Donc nous, on est censé quand même faire le gaz du sang sur l'artère ombilicale, non pas sur la veine ombilicale. Parce que l'artère ombilicale, elle revient du fœtus, et c'est elle qui va nous donner l'équilibre acido-basique du fœtus. Sauf que la veine ombilicale, elle est plus large, elle est plus béante, donc elle est plus facile à traiter. Les deux artères, elles ont une paroi de petit calibre, elles sont dures, c'est-à-dire qu'elles sont difficilement compressibles, comprimables, et elles reflètent le retour de la circulation fœtale, qui est une circulation à faible teneur en oxygène, donc hypoxique. Donc elle est pauvre en oxygène et riche en gaz carbonique parce qu'elle reflète le métabolisme du fœtus. Et donc du coup, c'est l'idéal, ça serait de faire le gaz du sang dans les deux vaisseaux. Mais ce n'est pas toujours facile. Alors cette notion de gaz du sang, elle n'est pas très vieille. 1950, avant 1950, quand on n'est pas de nos parents, on ne sait pas pourquoi. Et surtout, on ne peut pas savoir si on essaie de trouver un certain nombre d'arguments, de cliniques, mais on n'a pas d'éléments objectifs pour savoir ce qui s'est passé. À partir de 1950, il y a eu des analyses du pH, non pas pour chercher l'acidose ou quoi que ce soit, c'était pour chercher des causes métaboliques, ou bien surtout pour savoir s'il y a une anémie fœtale, le groupe sanguin, et ainsi de suite. Donc il y a eu toute une série de pH qui ont été faits, et rétrospectivement, on s'est aperçu que finalement, ce pH au cordon, il est corrélé avec le devenir du nouveau-né. Et surtout, il est corrélé également avec la bonne ou la mauvaise adaptation à la période
extra-utérine. Donc cette corrélation a été bien démontrée, ce qui fait qu'en 2005, l'Académie américaine de pédiatrie et le Collège américain des gynéco-obstétriciens, ils ont recommandé de manière systématique de faire des gaz du sang dans les situations suivantes. Ça veut dire que si un enfant, un fœtus a des anomalies d'organisme cardiaque fétal, si on a un retard de croissance intra-utérin, ou si pour toute une autre raison, le fœtus ne s'adapte pas. Un nouveau-né qui ne s'adapte pas, on a le temps, donc il est en état de mort apparente ou en détresse respiratoire, on fait un gaz du sang au cordon. C'est devenu une recommandation opposable. Maintenant, les juridictions, ils demandent les gaz du sang. En France, 2 années après, le Collège national des gynéco-obstétriciens français adopte cette recommandation qui est devenue une recommandation opposable. Alors pourquoi analyser le gaz du sang? Et comment analyser le gaz du sang? Et qu'est-ce qu'on doit analyser? Eh bien c'est très simple, on va analyser tout. Le pH, la PCO2, comme un gaz normal chez un adulte. Et c'est à partir de ces éléments-là qu'on peut réfléchir sur est-ce que c'est une acidose, ou c'est un pH neutre, ou une alcalose, de quel type, et ainsi de suite. Parce que si on fait que le pH, on sera un peu perdu. Vous l'avez vu tout à l'heure, il y avait des acidoses respiratoires, des acidoses métaboliques, et ce n'est pas la même signification chez le nouveau-né. Donc elle permet 3 éléments, le gaz du sang. Premièrement, faire un diagnostic. Deuxièmement, pronostiquer sur le devenir du nouveau-né. Et troisième chose, chercher une cause. Parfois la cause donc permet d'obtenir une thérapeutique, par exemple une maladie métabolique ou quelque chose comme ça. Ok? Donc, la relation entre le pH, le PCO2 et le PO2, elles sont liées par ce qu'on appelle la loi d'Hasselbalch et Anderson, qui fait quoi? Qui dit quoi? Qui dit que la PaO2, c'est le reflet de la pression passée en oxygène chez le fœtus, et elle permet le reflet de l'oxygène transporté par le sang et délivré aux organes. La PCO2, c'est l'inverse, c'est le retour, ça veut dire que l'utilisation d'oxygène aboutit à la PCO2, donc c'est la pression partielle de gaz carbonique éliminée, résiduelle, après celui qui est déjà éliminé par le poumon. Et la loi de Hesselbalch-Anderson dit que le CO2 plus de l'eau donne le bicard plus l'ion H+. Et cet équilibre, il est bilatéral, dans un sens ou dans l'autre. Quand il y a une accumulation de l'un, il se transforme, et quand l'accumulation de CO2, quand le CO2 est accumulé parce que le poumon n'arrive pas à épurer, il va être éliminé sous forme de bicard par les urines, et vice-versa. Quand vous avez une bicard qui est accumulée, vous avez le patient qui va dire plus, ou qui va avoir une modification de son amplitude. Par exemple, prenez le diabète, vous allez avoir la respiration des cuisses molles avec une respiration particulière pour éliminer justement l'excès de bicard par le poumon. Donc en anténatal, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette clairance, elle se fait, mais elle se fait à travers le placenta. C'est-à-dire que quand vous avez cette équation d'Hasselbalch-Anderson qui se fait dans les deux sens, quand vous avez une diminution du gaz carbonique ou une diminution de bicard, vous avez cette équation qui fonctionne dans les deux sens. Par exemple, les études qui sont faites chez les volontaires sains montrent que quand on diminue le PCO2 de 20 mm de mercure, on modifie le bicard en même temps. Et voilà. Et quand cette diminution est très rapide, par exemple, si on fait hyperventiler un adulte de manière très rapide pour faire baisser la capnie, bien sûr, il va être étourdi, il va avoir mal à la tête, il va avoir le vertige et tout ce qu'on veut. Mais pourquoi? Parce qu'il y aura à la fois la PCO2 qui va être basse et le bicard qui s'accumule. Parce que le rein n'a pas encore le temps de s'adapter pour pouvoir éliminer le bicard. Donc il aura les deux. D'accord? Chez le fœtus, c'est la même chose. Ça dépend si on est dans une asphyxie aiguë ou dans une asphyxie qui dure. Dans le cas, on aura une acidose mixte avec un respiratoire, une part métabolique. L'intérêt du pH à la naissance, c'est de dire qu'est-ce qui s'est passé en anténatal. Je suis pédiatre, je suis arrivé, on m'appelle et j'arrive à la fin du travail et je n'ai aucune idée je n'ai pas encore le temps de regarder le RCF. De toute façon, même si je le regarde, je ne sais pas l'interpréter parce que ce n'est pas mon domaine. Donc je vais dire quel est le métabolisme de ce fœtus pendant la demi-heure ou l'heure qui précède l'accouchement. Parce que comme vous le savez, l'accouchement c'est un travail se divise en plusieurs parties, en 2 grandes parties au tous les cas. La première partie qui est le travail progressif avec dilatation et la deuxième partie qui sont les efforts expulsifs. Et c'est au moment des efforts expulsifs
que vous avez à ce moment-là cette acidose qui s'aggrave parce que vous allez à la fois stimuler le métabolisme du fœtus d'une part et d'autre part, vous allez solliciter le travail de l'utérus. D'accord? Donc à ce moment-là, ce gaz du sang va permettre au pédiatre de dire qu'est-ce qui se passait au niveau de l'oxygénation et qu'est-ce qui se passait au niveau du métabolisme. Est-ce que le fœtus est mis au métabolisme anaérobie ou non, en fonction de est-ce qu'il est obligatoire accumulé, est-ce qu'il est uniquement hypercapnique ou uniquement hypoxique. Donc ce sont des indicateurs. Ce n'est pas le pH en lui-même, ne vous permet pas de trancher tout seul. On va voir, parce que c'est un peu, le pH est un indicateur parmi d'autres, parce qu'il y a tout le reste. D'accord? Alors, pour prélever un gaz du sang, c'est très simple, sur le cordon ombilical, le mieux, c'est de prélever l'artère et la veine, parce qu'on sait que l'artère ombilicale, c'est le reflet du métabolisme du fœtus, que la veine ombilicale, c'est le reflet du métabolisme du placenta. Elle reflète beaucoup le métabolisme maternel, donc c'est la circulation placentaire. Donc, comment il faut faire à ce moment-là? Il faut plutôt prélever sur l'artère ombilicale. Et comment il faut faire? Il faut procéder bien sûr à un clampage. Je pense que voilà. Il faut clamper le cordon ombilical en isolant un segment de 10 à 20 cm. Et sur ce segment-là, on fait quoi? On prélève avec une aiguille et on prélève le gaz. Et une fois qu'on a prélevé le gaz, on va faire quoi? Il faut quelques précautions. Donc, d'une part, et d'autre part, parfois, l'enfant est à retard de croissance intra-utérin avec un cordon grêle et on n'arrive pas à avoir suffisamment de sang. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Il faut rétrécir la zone clampée. On clampe la première partie et la deuxième pince, on va la déplacer, on va traire le cordon et on va déplacer progressivement la deuxième pince, c'est-à-dire qu'on va concentrer le peu de sang qu'on a sur une petite portion qui nous permet d'avoir des veines visibles et des artères visibles. Il ne faut pas, donc quand on ponctionne, il faut ponctionner les artères en laissant les veines dilatées. Parce que tant que la veine est dilatée, à ce moment-là, elle va pouvoir à ce moment-là vous permettre, parce que dès que la veine s'affaisse, tout le cordon s'affaisse, vous ne voyez plus rien. Tant que la veine est dilatée, le cordon ne s'affaisse pas, ça vous permet de voir au moins l'artère. Deuxième chose, si vous avez la possibilité de prélever les deux, vous allez voir que le sang de la veine ombilicale est un peu rouge, le sang de la veine de l'artère est très très foncé et presque noir. Une fois que j'ai prélevé, il y a certaines précautions. Il faut envoyer le prélèvement rapidement, dans l'heure. Voilà, dans l'heure. Il faut le garder au frais, au frigo, mais après une heure, le métabolisme va. Voilà. Et si par exemple vous êtes pris dans une manœuvre de réanimation où vous avez un enfant qui ne va pas bien, vous clampez de chaque côté comme on avait, vous avez isolé votre, voilà, vous faites votre prélèvement, vous faites une sage-femme qui le fait, alors que vous avez une ventiler, le masser et tout. Une fois que c'est fait, elle ne doit pas s'occuper du cordon tout de suite, elle doit vous aider. Le sang qui est isolé au niveau du cordon, donc une fois que vous l'avez isolé de chaque côté, il peut rester jusqu'à 1 heure sans souci, sans aucune modification ni du pH, ni de la PO2, ni de la PCO2. Il va rester stable pendant 1 heure à température ambiante. Vous prenez ce bout de cordon, vous le mettez de côté et vous ne faut pas l'oublier, bien sûr. D'accord? Voilà, donc il faut indiquer bien sûr la quantité d'oxygène que l'enfant a reçu. Si vous avez une idée, si vous avez ventilé sous 40% ou la 50%, ne pas oublier d'indiquer le nom du patient parce que médico-légalement, si à un moment on vous demande de sortir ce gaz du sang, il faut qu'il soit daté avec l'heure précise et le nom et le prénom, même à la main, il n'y a pas de souci. Et indiquer la température de l'enfant, parfois ils sont très hypothermes, et la température qui influe sur le pH et sur la PO2 et PCO2. Alors, quelle est la valeur du pH à la naissance? À la naissance, tous les enfants sont acides, de manière physiologique. Comme vous le savez, la naissance, elle fait suite, je parle pour moi, elle fait suite à un travail plus ou moins prolongé de plusieurs heures, et surtout des efforts expulsifs à la fin. Et ces efforts expulsifs, ils vont altérer la circulation utérine, ils vont altérer la circulation placentaire et ils vont aider évidemment la circulation fœtale. Et parfois, ce travail, il est compliqué de ce qu'on appelle une hypercinésie utérine. Ça veut dire que vous avez un utérus qui se contracte tellement fort et avec des contractions très rapprochées qu'il n'a pas le temps de se relâcher. S'il n'a pas le temps de se relâcher, vous n'avez pas à ce moment-là une restitution suffisante de sang à la circulation. Ça veut dire que vous allez avoir une hypoperfusion utérine
et placentaire et fétale, bien sûr. Et ça va aboutir à quoi? Une acidose, enfin une hypoxie chronique, enfin une hypoxie qui se prolonge, et une accumulation d'une acidose métabolique, une accumulation de lactate. 1993, Armstrong, il donne ces données concernant l'artère. Je ne sais pas si vous arrivez à voir l'artère et le pH au niveau de l'artère et de la veine ombilicale. À droite, c'est l'artère, de l'autre côté, c'est la veine ombilicale. Vous voyez, le pH, il est entre 7,24 et 7,36 en fonction des auteurs. Et sur l'artère et sur la veine, il est entre 7,30 et 7,34 sur la veine. Donc le pH au niveau de la veine, et ça tout le monde le sait bien sûr, il est meilleur. Au niveau de la PO2, il y a plus de PO2, au niveau de la PCO2, il y a moins. Donc ça, ce sont les valeurs normales. Donc il y a une acidose physiologique, un pH à 7,4, c'est quelque chose de normal chez les fœtus qui doivent naître par Wallace. Donc ce pH, il va surtout donner, comme je vous ai dit tout à l'heure, un élément indicatif. Qu'est-ce que c'est qu'une acidose pathologique? C'est à la fois une valeur, mais aussi un ensemble. Parce que quand vous allez... parfois, on est affolé de voir un enfant qui est à la naissance, il crie, il va super bien. La sage-femme vous ramène une test du sang, vous allez voir 7,08. Là, vous commencez à vous gratter la tête, disons, hypothermie, pas hypothermie. S'il va bien, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Un pH isolé, il va vous dire juste que le travail était prolongé, que le fœtus est une acidose métabolique progressive ou acidose respiratoire aiguë parce qu'il y avait une circulaire du cordon ou quelque chose comme ça qui a duré quelques instants, très très peu de temps. Donc le pH, il a une valeur, je dirais, thérapeutique, enfin, il oriente votre attitude thérapeutique lorsqu'il est associé à un contingent avec des signes. Un pH isolé voisin de 7 ou 7,10, de manière complètement isolée, il ne posera aucun souci. C'est-à-dire que vous n'allez pas traiter ce pH, vous allez traiter le nouveau-né. Le nouveau-né, quand vous le traitez, lorsqu'il a un pH inférieur à 7, et surtout il y a une contingention clinique avec un mauvais score d'Apgar, une nécessité de manœuvre de réanimation, parfois une intubation, oxygénation, et ainsi de suite. Cela, par contre, celui que vous allez réanimer, il va falloir à ce moment-là refaire un gaz de sang une demi-heure ou trois quarts d'heure ou une heure au maximum, une heure plus tard, de façon à voir s'il a complètement éliminé son acidose ou non. Celui qui n'a pas éliminé son acidose, il va falloir discuter qu'est-ce que je dois faire. Je dois le mettre en hypothermie thérapeutique, je dois, voilà, ou informer les parents parce que je n'ai pas d'hypothermie thérapeutique, et ainsi de suite. Donc vous voyez, 0,5% pratiquement des nouveau-nés naissent avec un pH inférieur à 7, de manière complètement physiologique. Complètement physiologique, parce qu'ils n'ont pas d'autres signes associés. En revanche, ceux qui ont des signes associés, il va falloir s'en occuper parce que le risque de CPL existe. Une acidose pathologique, c'est celle qui va entraîner des séquelles, quel que soit le chiffre du pH. Un pH à 7,10 ou 7,15 ou 7,17 qui va vous donner avec un enfant qui est en état de mort apparente que vous allez réanimer pendant 20 minutes, il va avoir des séquelles. Alors qu'un pH à 7, isolé, il vous donnera pas de séquelles. Ça, je l'ai dit 2 fois, de façon à ce qu'on se rappelle très bien. Alors, il y a, quand on fait un gaz du sang, je vous ai dit tout à l'heure, il y a la PO2, la PCO2, le base access. Et je vous parlerai beaucoup des lactates. Emmanuel, le modérateur, le récupérateur, quand il me reste 5 minutes, enfin un peu avant que vous me faites s'il vous plaît. Donc, le pH, c'est un élément d'orientation. Ce n'est pas une valeur assure à 100%. Pourquoi? Parce que le pH, il évolue, il varie, il bouge. En fonction de certain nombre de choses. On sait que quand vous avez, par exemple, pendant le travail, vous avez des contractions très très rapprochées, vous allez avoir une diminution de la circulation fœtale. Après, vous allez avoir un relâchement de l'utérus, vous allez avoir une récirculation. Donc, on est dans un phénomène de ischémie, reperfusion, et ainsi de suite. À force, vous allez avoir une acidose avec un enfant qui s'est adapté à cette situation. Donc, il y a d'autres éléments d'orientation qui sont le base excess. Qu'est-ce que c'est que le base excess? C'est la différence entre la réserve alcaline théorique et celle qu'on dose. Donc, cette réserve alcaline qu'on dose,
elle est, donc le bas excès habituellement, il est entre -5, -2 à -5 sur l'artère ombilicale, donc il est plus élevé sur l'artère ombilicale que sur la veine, normal, parce qu'on sait qu'il y a moins d'oxygène, et il est entre -2 et -4 sur la veine ombilicale. Et là, c'est juste pour vous rappeler que le gaz du sang, donc là, pendant les 30 premières minutes, est le reflet de ce qui se passait au monténatal, on l'a vu tout à l'heure. Quand on a donc un bas excès, il va falloir aussi analyser en fonction du contexte. D'accord ? Habituellement, vous allez voir dans les autres études que le bas excès qu'on prend, on le prend toujours supérieur à -12. Si on parle de base déficit, -12, si on parle de bas excès, à 12. D'accord ? Donc, c'est une valeur qui est démontrée scientifiquement, qu'il existe un lien entre ce bas excès à 12 et les séquelles ultérieurement. Alors, l'inconvénient du bas excès ou le bas déficit, c'est la même chose, c'est qu'il est calculé par un algorithme. Et cet algorithme, il dépend du pH, il dépend de la température, il dépend de l'oxygène, il dépend du gaz carbonique, donc il dépend d'un certain nombre de critères. Ce qui fait que sa fiabilité est relative. C'est pour cela que pendant un bas excès à -8, -9, -10, on lui donne bonne valeur, alors qu'à partir de -12, on est certain qu'il y a une acidose métabolique avec une accumulation suffisante du bicarbonate. Et donc, cet élément-là, on n'était pas très satisfait. Donc, il y a un troisième élément pour lequel on a mis en relation, en adéquation avec le bas excès, c'est le lactate. Donc, on est dans une espèce de triangulaire, comme les élections. Vous avez le pH, vous avez le lactate et vous avez le bas excès. Et ces trois éléments, quand vous les avez tous les trois, ça vous donnera une visibilité plus importante que quand vous avez uniquement le pH. D'accord ? Donc, cette visibilité, elle va se manifester comment ? Elle va se manifester d'abord parce qu'on sait qu'à l'état normal, le lactate augmente de 1 millimol par heure pendant le travail. Un travail normal. Quand vous avez une bradycardie profonde, là c'est le travail normal, dernière partie d'expulsion. Pas tout le temps, c'est la dernière partie d'expulsion qui nous intéresse, qui dure habituellement 20 minutes, une demi-heure, pas plus. Quand elle se prolonge, généralement, elle va entraîner une acidose associée. Par contre, quand on prend par exemple une procidence du cordon ou une rupture utérine, ce bas excès il va augmenter très très vite parce qu'il s'installe une acidose métabolique, le fœtus métabolisme anaérobie. Donc le 1 millimol ou le 1 mg par litre, au lieu d'arriver en 30 minutes, il arrive toutes les 2 à 3 minutes. Ça veut dire qu'en cas de procidence, on a 5, 6, 7 minutes pour extraire. Au-delà de ce temps-là, pour au moins commencer l'extraction. Parce que l'extraction doit survenir dans les 10 minutes qui suivent le début de la procidence. D'accord ? Donc, on aurait une accumulation délicate. Alors, dans tout ça, vous allez me dire, on est un peu perdu, est-ce qu'il n'y a pas un score ? Oui, c'est un score conscient, personne ne parle de ce score, on appelle le score de Portman. Portman, il a fait quoi ? Il a travaillé sur ce triangle. pH, acide lactique, base excès. Il dit, c'est compliqué pour dire à chaque fois, je passe de l'un à l'autre, lequel je prends, et en plus de ça, nous, les médecins, on est toujours intéressés par celui qui nous intéresse le plus et qui est le plus parlant. Si vous avez un pH à 6,90, vous allez nous donner plus de valeur que pour un lactate. Qu'est-ce qu'il fait ? Donc lui, il va prendre, par exemple, le score d'Apgar à 0, 0 minutes, 1 minute, 2 minutes et 3 minutes. Et pendant les 3 premières minutes. Et à ce moment-là, non, le score d'Apgar, il donne un score, il prend le score d'Apgar qui est le plus valable, qui est celui validé à 5 minutes de vie. Et il dit, très bien, j'ai un score d'Apgar supérieur à 6, à 5 minutes, ou entre 5 et 6, entre 3 et 4, ou entre 0 et 2. Et à ce moment-là, en fonction de ces éléments-là, je vais donner un score. Pour un score d'Apgar à 5 minutes entre 0 et 2, je vais donner 3 points. Pour, par exemple, il est entre 3 et 4, je vais donner 2 points, et ainsi de suite. Et je prends également le bas excès. Et pendant la première heure de vie. Et ces deux éléments vont permettre quoi de déterminer un score. Et il met un cutoff à 5 en disant lorsque le score est inférieur à 5, il y a des risques de séquelles modérés au minimum. Enfin, on n'est pas normal. Sauf lorsque le score est égal à 0. Et à ce moment-là, ça veut dire que le pH, le score d'Apgar est supérieur à 6 et le bas excès est inférieur à 10. Mais une fois que le bas excès dépasse 10,
et le score d'Apgar est bas, là, il va y avoir des risques de série. Donc, il met le cutoff à 5, donc à ce moment-là, personne n'utilise le score de Portman, c'est juste pour information, pour risquer de tomber dessus dans les bibliographies. Alors, parfois, on est ennuyé quand il y a une différence énorme entre un pH au niveau de la veine ombilicale et de l'artère ombilicale. Et on ne sait pas pourquoi. Alors, un cas clinique. Une dame de 19 ans, premier geste, premier pas, 40 semaines, rythme cardiaque fœtal à 130 par minute, régulier, quelques décélérations de fin de travail, physiologique. Et il fait une bradycardie fétale brutale à 50 minutes de vie en fin de travail. Ils font une césarienne, ils extraient l'enfant à 13 minutes de vie, ils vont tromper sur quoi une circulaire serrée du covenant, avec un score d'Apgar très mauvais, 2, 3, 3, 3. Ils font un gaz du sang au niveau de la veine ombilicale, 7,23, vous allez dire, ben, c'est magnifique, parce que si la sage-femme vous donne que celui-là, vous allez dire, ah ben il n'a pas tellement souffert finalement, c'est moi qui n'arrive pas à le réanimer parce que l'obstétricien, il l'a sorti très très vite, 7,23, PCO de 51, 2 mm de mercure, de 42, base difficile à 6, impeccable. Mais quand vous avez les deux, alors vous avez un décalage énorme, énorme, énorme. Pour l'un c'est normal, pour l'autre c'est une catastrophe. Qu'est-ce que ça veut dire ce gaz du sang? D'accord? Ce gaz du sang, il veut dire quoi? Il veut dire, bien sûr, ils ont refait un gaz du sang 40 minutes plus tard et confirment le deuxième gaz du sang qui est fait sur l'artère ombilicale. Ça veut dire tout simplement que pendant la période du circulaire serré du cordon ombilical, le fœtus ne circule plus. Et comme il ne circulait plus, qu'est-ce qui est comprimé le plus rapidement et le plus facilement? Vous avez vu anatomiquement la veine ombilicale comment elle est? Elle a une paroi fine. Et donc très facilement, dès que le cordon commence vous savez comment ça fonctionne, le circulaire du cordon? Le fœtus il tourne autour, le travail commence à avancer, le fœtus il doit descendre. Plus il descend et plus il serre. Mais il ne s'étouffe pas parce qu'il s'étouffe comme nous. C'est pas comme ça. Il s'étouffe parce que le cordon ombilical se met en nœud et il s'aplatit et il n'y a plus de sang qui arrive. D'accord? C'est pour cela qu'on appelle ça une asphyxie. En fait, il ne s'étrangle pas comme nous, il s'étrangle. C'est le cordon ombilical qui, en tournant autour du cou, il s'aplatit. Et comme il s'aplatit, la veine ombilicale s'aplatit d'abord, parce que les artères sont solides, elles tiennent le cou. C'est pour cela que le fœtus il continue à circuler vers le placenta. Lui, il donne une acidose, alors que la veine ombilicale ne circule plus du tout, donc il n'obtient pas d'oxygène. Donc le sang qui était obtenu au niveau de la veine ombilicale, c'est le reflet de ce qui s'est passé avant la bradycardie. Voilà. Donc ce sont des éléments pour lesquels nous, on ne les connaît pas tellement bien ces situations. C'est surtout les obstétriciens qui les connaissent. D'accord? Donc, l'intérêt du prélèvement du gaz du sang, en cas de compression, vous voyez, on va voir des valeurs normales du gaz du sang au niveau de la veine ombilicale et des valeurs très pathologiques au niveau de l'artère ombilicale. D'où l'intérêt de faire les deux. Si vous n'avez pas la possibilité de faire l'artère ombilicale, qui est le reflet du métabolisme du fœtus, il faut faire le gaz du sang chez le nouveau-né lui-même dans la demi-heure qui suit. Ça vous donne le reflet de ce qui s'est passé avant. Ne vous contentez pas d'un décalage entre un gaz du sang sur la veine ombilicale et l'état de l'enfant, parce que vous engagez la responsabilité de l'obstétricien et la vôtre. Voilà. Donc si vous n'avez pas d'éléments objectifs, le dossier CISIS qui arrive, je dirais, en France quotidiennement en ce moment, et en plus ça tombe, je suis désigné expert dans ce domaine, donc je reçois un certain nombre de dossiers, ce qui est parfois impressionnant. Donc le pH au cordon, il va à ce moment-là donner cette acidose, qui peut être soit respiratoire, comme on l'a vu, soit métabolique, soit mixte. La plupart du temps, elle est mixte. D'accord? Je passe. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on donnait beaucoup d'intérêt au pH et on s'est aperçu que finalement c'est un marqueur qui est très bon. Et c'est un marqueur qui est labile, qui change très 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 vite. Si vous avez une asphyxie et après l'enfant est à nouveau, il a une récupération de la circulation, le pH s'améliore. Par contre, le bas accès, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a dit, l'acide lactique, c'est probablement un meilleur marqueur. Parce que le pH, il est à la fois, il circule à travers le placenta, entre la mère et le fœtus. Vous pouvez avoir un échange entre les deux. Le fœtus, il est acide, il passe
passe l'acidose à sa mère et réciproquement. Et alors que l'acide lactique, il est sécrété par le fœtus et il ne traverse pas ou très peu le placenta. Ce qui fait qu'il reste exactement chez le fœtus, contrairement au pH. Donc, quand on regarde des études assez récentes de 2014, Thioli, qui a travaillé beaucoup sur l'acide lactique et les gazocordons, sur cette étude, où il y avait 4854 nouveau-nés normaux et 56 nouveau-nés, 1,1% de nouveau-nés à terme qui ont des difficultés d'adaptation. Quand on regarde les critères de ces nouveau-nés, qu'est-ce qu'ils ont posé comme problème? Vous voyez un peu de tout ce que vous voyez habituellement dans votre pratique, un peu de gêne respiratoire, un peu de ventilation mécanique, un peu de, voilà, classique, ce que vous connaissez déjà. Et jusqu'à présent, on était assez réticents à donner une valeur au lactate. Et finalement, elle montre quoi? Qu'il existe une corrélation quand on regarde cette courbe ROC entre les lactates, le pH et le base excess. Vous voyez donc le pH est au rouge, le base excess étant, les lactates sont en vert. On voit que quand on regarde la spécificité et la sensibilité, on a l'impression que les lactates sont quand même un peu plus spécifiques que le pH qui est très sensible. Le pH, on regarde la sensibilité au début, il est extrêmement sensible. Progressivement, il va perdre en spécificité alors que les lactates sont moins sensibles au début, c'est-à-dire entre 2 et 5, et après, hop, la spécificité monte. Ce qui fait que ça donne, la combinaison des deux est très bien. Il y en a un qui est sensible au début et l'autre spécifique, et donc ça nous donne une idée assez géniale de l'équilibre. Donc, l'acide lactique moyen, quand il est pathologique, il augmente très facilement à 2 fois la norme. Ce qui fait que quand vous passez d'une valeur à 2 fois la norme, c'est plus facile. Donc quand vous passez d'un pH de 7,14, 7,14 on va dire il est normal. 7,24 on va dire qu'il est normal. Et en fin de compte, il y en a un qui est acide et l'autre qui est plus acide. Mais ils sont tous les deux quasiment normaux. Un lactate à 3 ou un lactate à 6, on va dire il a doublé son lactate. Ça veut dire que c'est mis en acidose métabolique et c'est assez... voilà. Et donc le lactate, il est assez prédictif, alors que le base excess, je vous ai dit tout à l'heure, il a une très bonne valeur, sauf qu'il est calculé par un algorithme, et l'algorithme prend en considération le pH, la pH, la PCO, la température, enfin plein de choses. Faut-il prendre le lactate artériel ou veineux? Question qui se pose aussi. On se dit, si j'arrive pas à avoir l'artère ombilicale, est-ce que le lactate veineux est fiable? La même chose, la même équipe, l'équipe de Thioli, cette fois-ci en 2017. La même chose, c'est une étude de cohorte prospective. 700 nouveau-nés. Il y a eu 104, 1,3%, à la même série, 1,1 et 1,3% d'enfants qui ont été, qui s'appellent les nouveau-nés composites, qui ont des difficultés d'adaptation. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une corrélation. On voit qu'il y a une corrélation au niveau du lactate veineux en bas et du lactate arrière au narcisse et au cordonnier. Donc vous avez le lactate artériel, le lactate veineux, on voit qu'il y a une espèce de courbe qui est exactement identique. Quand on regarde le courbe ROC, on voit que pour l'acide lactique, vous avez un cutoff à 3,4. À partir de 3,4, vous arrivez au sommet de la courbe. Ça veut dire que en dessous de 3,4, vous êtes dans la norme. Au-delà de 3,4, vous rentrez dans le pathologique. Et il y a une spécificité, une sensibilité qui sont extraordinaires à 3,4. Quand on compare le lactate veineux, le lactate artériel, vous voyez sur la courbe en bas, la courbe ROC en bas, il n'y a pas de différence. Il n'y a presque pas de différence. Ça veut dire que si vous n'avez pas le gaz du sang artériel et vous n'avez que le veineux, préférence à ce moment-là à doser le lactate. Le base excess, j'en ai parlé. Alors, le gaz du sang, je vous ai dit tout à l'heure, il a 3 vocations, parmi lesquelles je vous ai cité la vocation thérapeutique. Le gaz du sang, quand vous allez l'analyser, vous allez dire, j'ai une hypoxie. Quelles sont les causes de l'hypoxie? Soit le manque d'oxygène, soit il manque de transporteur d'oxygène. Le plus grand transporteur d'oxygène, c'est l'hémoglobine. Et donc à ce moment-là, vous allez dire, il est probablement, surtout s'il n'est pas probablement anémique, peut-être qu'il y a une transfusion placentaire. D'accord, il va vous orienter vers une étiologie. Pour conclure, je laisserai donc 5 minutes à mon ami, et comme prévu. Donc le gaz du sang, je pense qu'il reste quelques autres dépôts, mais je les ai, voilà. Donc pour conclure, donc, le gaz du sang est un élément essentiel pour apprécier l'état d'une nouveau-né à la naissance.
évaluer la fonction respiratoire, évaluer l'équilibre acido-basique. Il participe au diagnostic des maladies métaboliques. Et bien sûr, actuellement, il y a de plus en plus d'appareils qui sont disponibles aux malades pour calculer les lactates, pour calculer le pH, ainsi de suite. Donc il y a une délocalisation du matériel du gaz du sang. Je vous remercie et je suis prêt à vous répondre à vos questions. Merci, Dr Mortali. Excellente présentation. Je m'excuse, je ne suis pas arrivé en retard. Vous avez donc des questions à la salle. Donc, sinon, donc, je pense là. Merci Dr Mortali pour cet excellent exposé. Juste une petite interrogation par rapport au score d'Apgar. Il fut une période où on disait oh, c'est pas intéressant, c'est désuet, tout ça, et je vois que vous l'intégrez pratiquement chaque diap. Est-ce qu'il y a un mouvement en force où il faut le prendre en considération avec tout ce que vous avez raconté par rapport au pH, Excellente question. J'ai retiré 10 diapos. J'aurais dû ne pas les retirer, les dernières concernant ta question. Il y a une étude de cohorte suédoise qui a été faite en 2020 concernant, ils ont pris des nouveau-nés qui ont, sur un certain nombre de critères d'inclusion, d'abord nouveau-nés à terme, qui ont un gaz du sang concordant et qui ont un pH artériel et veineux, les deux à la naissance concordant, plus quelques difficultés d'adaptation. Il y avait 80 000 et quelques enfants sur 5 ans. Et les Suédois sont carrés. Et donc, ils ont fait une corrélation entre le pH au cordon et le score d'Apgar. Le score d'Apgar à 1 minute, 5 minutes, 10 minutes. Et quand on regarde, par exemple, le score d'Apgar à 1 minute, il y a une corrélation. Ils ont pris comme pH deux valeurs. Une acidose avec un pH inférieur à 7,05. Ils avaient 400 et quelques nouveau-nés. Et un pH inférieur à 7,10. Et ils avaient presque 990 nouveau-nés. Et quand ils ont regardé la corrélation entre le pH à 7,05 et 7,10 et le score d'Apgar à 1 minute, 5 minutes et 10 minutes, vous avez un score d'Apgar, par exemple, ils ont pris des tranches, en disant, lorsque je veux un score d'Apgar à 9 à 5 minutes. Et quand vous avez une acidose à 7,05, vous avez 7 fois plus d'enfants qui ont des critères d'acidose. Donc il y a une corrélation nette entre un mauvais score d'Apgar et un pH, ce qui s'est passé, une hétéro. Donc et un pH inférieur à 7,05. Le pire, c'est que quand vous cherchez par exemple un pH à 10, à M5, vous avez le risque, le RR est multiplié par 10,13, que vous aurez un enfant qui aura un pH, lorsqu'il a un pH au cordon qui est inférieur à 7,10, il a beaucoup plus de risques de ne pas avoir un score d'Apgar à 10 à M5. Ça veut dire qu'il y a une corrélation nette entre un mauvais score d'Apgar à la naissance et une acidose fœtale. Lorsque le fœtus est acide, il ne s'adapte pas. Vous avez raison. Et le score d'Apgar, effectivement, il récupère de plus de valeur dans ce genre de situation parce que l'inconvénient du score d'Apgar, c'est la subjectivité. C'est subjectif. Il y en a un que tu vas coter à 8 et moi je vais le coter à 7. Voilà. Et parfois même le hiatus est beaucoup plus large. J'ai le micro, je suis là. Oui, Amina. Donc, j'avais posé la même question effectivement par rapport au score d'Apgar, parce que finalement, c'est l'outil qui est utilisé aujourd'hui dans les salles de naissance normal. Et effectivement, un score d'Apgar à 5 minutes va objectivement évalué semble être corrélé à un devenir neurologique et à une valeur pronostique. La deuxième question. Oui. La deuxième question que je voulais poser sur le plan pratique, qu'est-ce que vous faites lorsqu'un bébé naît dans un contexte d'hypoxie périnatale? Vous prélevez quand? Comment? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Oui. Alors, concernant le score d'Apgar objectivement, lorsque le score d'Apgar est fait de manière objective, il a une corrélation nette entre le score d'Apgar à
à 5 minutes et de devenir à long terme. C'est connu. Un enfant qui a un score d'Apgar inférieur à 6, à 5 minutes, il a plus de risque d'avoir des séquelles minimes ou modérées. Lorsque le score d'Apgar est inférieur à 6, à M10, il a des risques de séquelles sévères. Ça, c'est connu par des études très sérieuses qui sont faites en Suède, en Finlande et compagnie, dans les pays nordiques. Concernant ce qu'on fait chez nous. Alors chez nous, systématiquement, tous les enfants, ils ont un pH commun. Donc avec un pH, PCO2, PO2, enfin le gaz du sang. Et lactate. Alors, il y a beaucoup de subjectivité, pour ne rien te cacher. Moi, je suis très pro-thérapeutique. Et les autres, ils sont un peu conservateurs. C'est-à-dire que je pense que le fait de vieillir rend la personne un peu plus vulnérable. Par exemple, moi, quand j'ai un enfant qui a un pH inférieur à 7, c'est-à-dire 6,95 ou 97, 18, avec un pas excès à 8, 9, et qu'il a le moindre signe clinique, soit c'est la journée, je lui fais un EEG, rapidement, dans l'heure ou les 2 heures qui suivent, soit qu'il n'a pas d'EEG, et je le mets en hypothermie thérapeutique assez rapidement. Pour la simple raison, je leur dis quand ils me disent, mais tu ne trouves pas que c'est un peu excessif, je leur dis, quand vous suspectez une infection maternelle-fœtale, vous faites quoi? Donc, d'habitude, vous traitez. Je dis, l'infection, vous pouvez rattraper le coup. Le lendemain, vous avez la bactériole, vous avez la mort, vous avez. Je dis, là, vous rattrapez plus le coup. Passez les premiers, quand vous avez le déficit énergétique initial et secondaire. Passez le déficit énergétique secondaire, l'apporteur se transforme en micro, c'est fini. Je dis, là, moi, c'est comme ça. J'ai toujours peur pour le niveau. Et voilà. Donc, moi, je traite probablement par excès. Et ils le savent. Quand je prenais des gardes, et même maintenant le samedi et le dimanche, ils savent que de toutes les façons, quand ils reviennent, il y aura probablement un enfant qui sera en hypothermie thérapeutique sur des critères qui sont un pH inférieur à 7, un bas excès à moins 8, moins 10, moins 12, des lactates entre 8 et 9, pas énorme. Et de temps en temps, on s'est fait ramasser. On s'est fait ramasser sur les 12 dernières années, au moins 3 ou 4 situations pour lesquelles les enfants ont mal évalué sa naissance. On les a récupérés soit au l'établissement convulsif H24, soit avec malheureusement parfois des séquelles à J4, J5 parce que l'enfant commence à ne pas boire, on lui fait une IRM, il a besoin de nécrose laminaire. Donc, on essaie d'avoir le minimum de. Voilà. Donc, c'est ça notre attitude. Elle n'est malheureusement pas très très homogène, mais la mienne, si tu veux, c'est j'ai un pH, j'ai un contexte. L'obstétricien me dit, anomalie du rythme cardiaque fœtal, généralement, moi je ne sais pas lire, mais lui il va me dire, je le crois. J'ai un contexte d'acidose sévère, j'ai un contexte d'acide lactique. À ce moment-là, alors il faut savoir que le pire chez les nouveau-nés, c'est l'acidose lactique, et l'acidose métabolique, pas l'acidose respiratoire. Donc, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous utilisez le pH eucalyptique dans votre pratique pour les deux Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est-à-dire il y a des algorithmes qui donc une adaptation du pH comme si l'enfant était avec une capille normale. Non, on n'utilise pas. D'accord. Et le pH scalp? Non plus, c'est les obstétriciens qui l'utilisent, mais il n'y a pas de corrélation. La corrélation est mauvaise entre d'après ce que j'ai cru comprendre dans la littérature, entre le pH au scalp et le devenir par la suite. La corrélation n'est pas excellente. Il y a rien? Je pense que. Oui. Si vous savez, Merci. c'est quelque chose qui est très abouti ce que vous avez présenté. Merci beaucoup. Absolument, très finement précisé. Et je trouve que il faudrait que nous fassions un tout petit peu un retour en arrière et qu'on définisse quelques éléments fondamentaux. Parce que là, vous êtes animateur, vous avez tout ce qu'il faut, et ainsi de suite, et vous avez donné le maximum de toutes les équipes qui ont travaillé là-dessus. Je sais que nous, en 1967, congrès de Berlin, la cytocytose et ainsi de suite a été le nœud fondamental et tout le monde et tous les obstétriciens ont commencé à travailler sur les anomalies du sang.
Absolument. Absolument. Je suis d'accord avec vous. Nous avons maintenant le péage, nous avons Oui. la gare et nous avons les considérations que Tout vous à fait. faites continuellement. Tout à fait. Et maintenant, la détermination des trois niveaux d'acidose sont connus, Tout à fait. précises. Tout à fait. Et nous savons que nous pouvons, vous l'avez ajouté ici, de façon tout à fait exemplaire, c'est l'acide lactique. Tout à fait. On peut s'en passer de toutes les Tout à fait. questions, c'est que obligatoirement, maintenant, chez nous, ici, il faut qu'il y ait l'obstétricien et le réanimateur pédiatrique dans la salle d'accouchement. Tout se passe fondamentalement dans cette fameuse partie de l'extrême travail, Absolument. parce qu'il y a la contractilité qui change, Oui. la bradycardie qui apparaît, éventuellement un prolapsus du cordon, tout cela arrive à ce niveau-là. Et ça exige des urgences. Tout à fait. Si nous ne le faisons pas, si la sage-femme était toute seule, elle ne peut rien faire d'autre que récupérer ce fœtus, d'essayer de calculer son regard, et ainsi de suite, et puis d'appeler. Tout à fait. Et puis, vous avez dit que pendant 1 heure, on peut. Oui, exact. Or, passer 1 heure, c'est comme l'infarctus. Trop tard. Comme Passer 1 heure, il faut absolument que nous ayons la situation régulièrement à jour. Tout à fait. C'est ça ce qu'il faut qu'on fasse ici. Tout à fait. Qu'on dise que l'obstétrique gynécologue doit être associé avec le réanimateur immédiat, à côté. Que ce soit comme ça. Et que la dernière partie du travail, les deux qui s'occupent de cet accouchement soient présents. Tout à fait. Vous avez commencé par le type de la présentation du siège. Oui, exactement. Elle existe. Mais c'est là, vous avez, moi j'ai vu des gens qui partent, qui vont chez eux, qui attendent, qui disent oui, attendez, appelez-moi quand ça va venir. Non, c'est pas la question. La question c'est celle-là. La question, je crois, on peut trouver dans les maternités ici, avec vous, une manière de dire quelles sont les attitudes et les règles du suivi de cet accouchement. Parce que nous oublions même l'avant. Tout à fait. On ne suit pas la contraction, on ne suit pas la dilatation, on ne suit pas s'il y a une bradycardie ou pas, on ne le suit pas. Et a fortiori, on ne suit pas correctement la dernière phase d'expulsion. Exact. C'est ça qu'il faut que nous ayons un groupe de travail là-dessus. Et comme n'importe, vous avez parlé d'ailleurs, les prélèvements que vous faites sur place. Complètement, sur place. Sur place. Oui. On n'a pas besoin de les envoyer. Pas du tout, on l'a analysé sur place. Aucun ne peut le faire. Tout est fait sur place. Se battre pour avoir ça. Oui. Vous l'avez. Très bien. Voilà. Déjà, si nous voulons apporter des recommandations qui sortent de cette présentation qui est fondamentale, parce que les handicaps que nous voyons, c'est 80% dû à ça. Oui, et qui sont Ce n'est pas la génétique. évitables. Évitables. Les bébés sur les carrosses, ainsi de suite, c'est ça. Absolument. Absolument. Je suis d'accord. Un travail qui est tout seul, la personne qui reste 12 heures et sans que personne ne s'en occupe. Qu'est-ce que va devenir cette. D'autant plus que le psychologique joue beaucoup, la peur et ainsi de suite, elle commence à contracter, à durcir et ainsi de suite. Et le fœtus a beau être là, il est dans une situation tout à fait pathologique. Tout à fait. Je suis d'accord. Moi, ce que je souhaiterais, c'est ça. Très bien. On essaye de faire un groupe de travail, par exemple vous. Avec plaisir. Vous êtes toujours dans la science la plus pure, la plus profonde. Avec plaisir. Au maximum. Avec plaisir. Mais moi, j'ai préféré que vous ayez présenté le score de Portman. Oui. Parce que nous faisions à peu près la même chose ici. Clinique, des choses cliniques et comparatives. Tout à fait. Donc je l'ai présenté juste à titre indicatif parce que je sais qu'il y a des. C'est très bien d'avoir
quelqu'un dans la salle. Tout à fait. Que de toute façon, vous avez presque la totalité des éléments physiologiques. Tout à fait. Vous les avez. Et nous n'avons qu'à les mettre en condition. Exact. On peut écrire effectivement une espèce de deadline. C'est vraiment nécessaire. Absolument nécessaire. Avec plaisir. Je reviens chez toi, Dr. Mourtali, concernant, vous avez parlé juste sur la base des anomalies de la gazométrie pour prendre la décision de le mettre sous hypothermie. La place de score neurologique de Thomson et de Sarnat, parce que la deuxième question, parce que maintenant on revient sur les indications concernant Sarnat. Je suis d'accord avec toi, excellente question. Je te prends un minute. Merci beaucoup. Oui, tu as raison. Alors, il y a 3 éléments. L'anténatal, le postnatal immédiat avec le pH, les gaz du sang et compagnie, lactate surtout, et effectivement, il y a le score de Sarnat. Et c'est vrai que moi, quand je fais la discussion avec les autres, voilà, donc ils me disent, oui, mais le score, lequel Sarnat, c'est qui le score de Sarnat? En fait, quand tu regardes objectivement, en analysant, je l'ai essayé, je l'ai fait plusieurs fois. Je descends sa naissance et je fais examiner l'enfant par quelqu'un. Je lui dis, cote ce qu'on appelle le score encéphalopathie anoxo-ischémique, c'est le Sarnat modifié par Madame Amélis. Et à ce moment-là, il le cote. Je passe immédiatement, dans la minute, je suis à côté, je passe, je le cote. Et à ce moment-là, je lui dis, je ne trouve pas la même chose que toi. Il est tellement subjectif que quand tu le cotes à 1, c'est normal. 2, encéphalopathie modérée. Et l'encéphalopathie modérée, tu dois le traiter. Ce sont ceux-là qui répondent à l'hypothermie. Encéphalopathie de type 3, ils ne répondent plus. C'est trop tard. On est en stade de nécrose. Et moi, je lui dis, mais non, moi, je lui trouve, par exemple, le regard de l'enfant qui te fixe, une fixité de regard de l'enfant qui te fixe pas le regard. Une fixité de regard. Parfois, alors, les trépidations, c'est physiologique. Oui et non. Ça dépend comment elles sont. Elles sont épuisables ou la machine épuisable. Donc, il y a un certain nombre de signes cliniques qui sont malheureusement très fins. Le seul élément qui est objectif avec ces éléments-là, c'est pas la clinique, c'est l'AEG. Ce que tu fais, le G d'amplitude. Et c'est vrai qu'on fait maintenant systématiquement le G d'amplitude, systématiquement parce que j'en ai acquis 2, mais cela, il me rassure. Il neige, elle a daïmen pour 2 choses. Le devenir de l'enfant, il va vivre 72 ans, 73 ans, handicapé dans une situation malheureusement que ne souhaite personne. Le médico-légal, très très faible en France. Tu es modélisé qui m'a voulu. On est là pour soigner les enfants. Voilà, donc pour te répondre, le score de Sarnat, tu lui donnes une valeur relative. Je ne le crois pas complètement. Merci, professeur. Merci à vous. Et nous remercions le comité d'organisation de nous avoir associés à la modération de cet atelier de néonatologie qui a été riche en enseignements. Féliciter également le professeur Mourtali pour sa brillante présentation. On a appris et il nous a beaucoup entretenu de l'intérêt du dosage des gaz du sang qui ne sont pas toujours à portée de main, malheureusement, dans les différentes structures où nous exerçons. Et il y a vraiment, qui garde vraiment toute sa valeur, tout son intérêt à la fois diagnostique, pronostic et thérapeutique. Donc, je voudrais remercier encore une fois l'organisation. Merci, Mustafa. Donc, je demande à Madame Professeur Barakat et puis Dr Katif et Dr Dadou. Allah cher ami, vas-y.